Bonjour à tous et à toutes. Donc, Marie-Christine Filbert. Avant tout, je suis parent d'une personne en situation de handicap, Émilie, qui vit avec une trisomie 21 et qui a 49 ans. Professionnellement, j'étais enseignante et donc je suis administratrice d'une fédération qui s'appelle la FNASEP. Donc, Marguerite m'a sollicité pour vous faire une présentation. Les AESH, comment ça marche? Alors, ça va être très un descriptif assez technique de votre quotidien, hein, comment soit vous attendez, soit vous avez déjà une AESH, et on va balayer un petit peu ça tous ensemble. Vous voyez que sur cette première page, il y a le contact@fnasep. Si à l'issue, vous souhaitez poser des questions ou aborder des situations plus individuelles, surtout, vous n'hésitez pas, je reste à votre entière disposition. Voilà, donc première diapo. Donc une petite présentation de notre fédération, hein. On est une fédération d'associations de familles sur le territoire national. À l'origine, nous sommes des parents qui avons justement inventé ces AESH. À l'époque, ça s'appelait des AIS, auxiliaires d'intégration scolaire, puis AVS, aujourd'hui AESH. Et notre action aujourd'hui, c'est vraiment accompagner les familles et les personnes pour développer leur pouvoir d'agir. Donc vraiment tout ce qui va se dire aujourd'hui, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous aurez le diaporama à l'issue, Marguerite vous le fera parvenir, il n'y a pas de souci. Et j'espère que vous y trouverez des éléments pour développer vos argumentaires quand vous rencontrez des professionnels. Voilà. Donc, un petit retour en arrière, hein, une longue histoire. Le premier auxiliaire de vie scolaire, c'est 1982, hein, un concept qui a vraiment été inventé par des familles pour permettre la scolarisation de leurs enfants. En 96, la FNASEP se crée, on a 10 départements, puis 63 départements où nous gérons nous-mêmes des auxiliaires de vie scolaire. 2003, l'éducation nationale les reprend et les gère depuis d'ailleurs. Alors on était plutôt satisfaits parce que du coup tout le territoire français était couvert, mais notre ambition de créer un métier, ben, elle est toujours en attente. Et aujourd'hui, ce sont 140 000 personnes qui sont AESH en France. Alors, la mission des AESH, hein, ce qu'ils sont chargés de faire. Donc, il y a une circulaire. À chaque fois, je vous ai mis les références de ces documents, hein, vous pourrez aller puiser dedans. Donc, 2017. Donc, vraiment, l'accompagnement de l'élève, il est défini dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, défini par la CDAPH, la commission départementale des droits des personnes handicapées de la MDPH. Et vous voyez, le guide ressources des AESH en 2020 rappelle favoriser l'autonomie de l'élève en situation de handicap, qu'elle soit AESH-I individuel, AESH-M mutualisé ou AESH co aussi, ceux qui sont dans les ULIS. Voilà. Par contre, vous voyez une phrase importante, on ne peut pas confier autre chose, d'autres missions à ces AESH. Ils sont strictement réservés à l'aide humaine auprès d'élèves porteurs de handicap. Domaine d'activité, il y a 3 domaines d'activité qui sont définis par le texte pour apporter une aide aux enfants, et ça se situe sur tous les temps et lieux scolaires, et ça c'est important de le savoir. L'AESH est habilité pour accompagner votre enfant pendant un stage par exemple. Je pense aux élèves de 3e par exemple qui ont des stages à faire, toutes les sorties et les voyages scolaires. On ne peut pas vous dire que ça n'est pas possible. C'est prévu dans les textes. Alors maintenant, il faut définir ensemble comment les choses se passent, mais ça ne peut pas être un refus. Et la fameuse phrase, ça ne va pas être possible. Si ça va être possible, maintenant, il faut étudier les conditions. Donc, premier domaine d'activité, c'est tout ce qui concerne les actes de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment assurer la sécurité, le confort, aider aux actes essentiels de la vie, habillage, passage aux toilettes, etc. Si l'enfant reste à la cantine, ben voilà, veiller à la prise des repas, etc. Et puis, favoriser toute la mobilité. L'installation matérielle de l'enfant, ses déplacements dans l'école, des transferts, s'il y en a, passer du fauteuil au siège de classe, etc. Que ce soit pour se déplacer, aller à la bibliothèque, enfin voilà, tout est prévu
pour que cet auxiliaire participe à tous ces actes qu'on appelle actes de la vie quotidienne. La deuxième mission, c'est l'accompagnement aux activités d'apprentissage et c'est là où quelquefois ça coince un petit peu avec les enseignants, hein, et c'est pas toujours adapté. Alors il y a des verbes importants, hein, stimuler les activités sensorielles, motrices, intellectuelles, utiliser des supports adaptés. Alors bien sûr, les supports sont conçus par les enseignants ou des professionnels du médico-social, hein, si vos enfants, sont suivis par un CESAD, par exemple, ou par un professionnel en libéral et qu'ils travaillent avec l'enseignant. L'enseignant et ce professionnel peuvent construire des supports adaptés et l'AESH est bien chargé, de les utiliser et de les faire vivre auprès de votre enfant. Ce qui n'interdit pas l'AESH de participer aussi à l'élaboration de ces outils parce que lui, il connaît bien votre enfant et il peut aussi, apprécier et donner des renseignements sur, bah, il faudrait mieux présenter l'exercice de cette façon-là parce que j'ai remarqué que l'enfant, quand c'est présenté comme ça, de façon plus claire, avec plus de couleurs, bah, il vaut mieux l'utiliser comme ça. Voilà, c'est vraiment un travail, de concertation. Il facilite l'expression du jeune. Alors voilà, on sait que nos enfants, quelquefois, de par leur situation de handicap, bah, peinent à prendre la parole, à communiquer. Voilà, l'AESH, c'est une aide pour la communication et son expression. Rappeler les règles de vie. Nos enfants ont quelquefois, ben, du mal à intégrer ces règles de vie scolaires. Alors c'est à l'enseignant de les énoncer, hein, c'est un élève de la classe. Maintenant pour cet enfant-là, ben, il va être utile de les répéter parce que voilà, l'imprégnation est importante. Donc c'est à l'AESH de redonner les règles, de vérifier qu'elles sont comprises et puis de l'aider à les appliquer. Contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, ben, comme je disais tout à l'heure, cet AESH, il est, très proche de votre enfant. Donc, lui a observé des choses et enfin, nous pensons et les textes le disent, que lui peut identifier certaines compétences que l'enseignant, parce qu'il n'est pas juste à côté de votre enfant, des situations qui ont pu lui échapper et l'AESH peut dire: «Beh si, moi j'ai vu que dans cette situation, il s'en sort plutôt bien» ou l'inverse: «Ben moi j'ai vu dans cette situation que c'est compliqué» et puis les ressources du jeune, on parle toujours de ce que ne savent pas faire nos enfants, mais ils savent aussi faire des choses et là aussi l'AESH qui a un œil un petit peu plus, précis sur votre enfant, bah, peut dire: «Mais moi j'ai remarqué qu'il sait faire ça, donc on pourrait peut-être s'appuyer là-dessus pour», voilà, toujours en concertation avec l'enseignant. Soutenir le jeune dans la compréhension des consignes, ben, bien sûr. Assister le jeune dans l'activité d'écriture. Alors ça, on pourra y revenir parce que c'est un sujet qui nous pose question. Est-ce qu'un AESH est là pour prendre des notes à la place du jeune? Ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres façons de prendre des notes et pas avoir forcément quelqu'un qui écrive à votre place? On a des outils numériques aujourd'hui qui peuvent être facilitants. Par contre, ça peut être le rôle de l'AESH d'aider le jeune à se servir de ces outils numériques. Voilà, mais on pourrait y revenir tout à l'heure. Et puis, l'AESH, quand il s'agit de passer des examens, des concours, des contrôles et cetera, beh, il est là aussi pour soutenir et appliquer les consignes pendant ces temps-là. Voilà, vous voyez que sur ce point 2, domaine 2, c'est très complexe, très complet et très complexe à la fois. Et le domaine 3, c'est tout ce qui est l'accompagnement dans la vie relationnelle et sociale de ce jeune. C'est-à-dire que l'AESH, bah, il va participer à mettre le jeune en confiance dans cette, communauté scolaire, avec les lieux, avec les autres adultes que l'enseignant et puis surtout avec les jeunes qui sont là. Favoriser les interactions, hein, avec, le jeune, en situation de handicap et son environnement. Il peut aussi avoir un rôle, à l'inverse, de sensibiliser l'environnement, c'est-à-dire de participer aussi à des explications qui peuvent être données aux autres jeunes de la classe, de l'école, pour expliquer, ben voilà, votre copain, il y a telle et telle chose qu'il ne peut pas faire, par contre, il y a telle et telle chose qu'il peut faire et donc voilà. Mettre en place du tutorat, mettre en place des relais avec d'autres jeunes, heu
Voilà, c'est aussi, lui encore qui a un œil un petit peu plus proche de votre enfant, peut repérer des choses en termes hem, de copinage entre 2 jeunes ou alors justement l'inverse, c'est que ce jeune est très isolé et puis, on parle beaucoup de harcèlement scolaire aujourd'hui, hein. Il faut savoir que, dans le champ du handicap, hein, on multiplie par 2 ou par 3 le nombre de jeunes qui sont harcelés. Donc là, l'AESH peut avoir un œil très exercé et se rendre compte, beh, qu'il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait très bien avec les autres, peut-être de la classe, peut-être de l'école. Favoriser la participation du jeune, ça, il y a vraiment aucun souci. Et puis, contribuer à définir des activités adaptées en fonction de ce que le jeune aime faire, ses points d'accroche, ses points d'appui. Voilà, parce qu'il y a, encore une fois, hein, notre enfant est repéré pour ce qu'il ne sait pas faire. Maintenant, il peut être aussi, l'AESH est peut-être là aussi pour voir tout ce qui est réussi et tout ce que l'enfant aimerait faire et qu'il n'ose peut-être pas dire et qu'il dira peut-être de façon plus individuelle, avec son AESH. Voilà, c'est les 3 domaines, du référentiel d'activité de l'AESH. Merci Marie. Si je me permets de vous interrompre un instant, je remercie d'ailleurs les personnes qui ont partagé un peu leur histoire là dans le chat et j'ai une question peut-être qui pourrait s'inscrire dans la continuité de ce que vous avez dit. Vous avez parlé, voilà, il y a des gens qui ont partagé des difficultés sur des voyages scolaires, etc. Mais il y a notamment une question, est-ce qu'on peut avoir un ou une AESH dans le cadre d'un stage en bac pro? Oui, c'est prévu. C'est prévu par les textes. C'est prévu par les textes. Alors ça suppose d'une organisation, ça suppose de veiller vous voyez, aux notions d'assurance et cetera, mais c'est prévu par les textes dans la mesure où c'est ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence que sans l'accompagnement, le jeune ne pourra pas faire son stage ou son stage ne rendra pas compte de quelque chose. On a l'habitude de dire, hein, c'est que l'AESH, il travaille à sa disparition. C'est-à-dire qu'il est là pour, et c'est marqué dans le texte de 2020, favoriser l'autonomie. Favoriser l'autonomie, ça veut dire qu'à un moment donné, le jeune doit être en capacité de faire seul, et de faire avec ses propres stratégies ou ses propres outils ou son propre matériel et se passer de cette aide humaine, avoir d'autres aides, mais en tout cas plus d'aide humaine. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger en bac pro, qu'est-ce qui fait que ce jeune a encore besoin d'une aide humaine? Donc si vous, en tant que famille qui connaissez bien votre enfant et pour lequel vous avez peut-être des inquiétudes ou vous avez des certitudes que, l'arrivée dans ce stage va nécessiter qu'il y ait un tiers qui vienne soutenir, argumentez bien tout ça. Maintenant, vous le savez, il faut que ce jeune, à un moment donné, soit en capacité, heu, rende observable ce qu'il est capable de faire seul. Parce que, on est entre nous parents, dans le monde du travail, s'il passe un bac pro, ça veut dire qu'il a un projet professionnel. Dans le monde du travail, il y a pas d'auxiliaire, il y a pas d'aide humaine. Donc ce qui veut dire qu'on la maintient tant qu'on observe que sans ça, il ne réussira pas. Et la question à se poser à ce moment-là, comment on peut transformer l'aide humaine en autre aide pour qu'il se débrouille seul avec ses stratégies? C'est important ça. Parfait, merci. Et je précise, on a un souci de son, donc je vais essayer de parler le moins possible parce que ça crée un écho dans l'autre ordinateur. Voilà, je m'excuse pour ça. Je vous laisse enchaîner, Marie-Christine, je fais la slide d'après. D'accord. Donc, AESH M mutualisé, AESH I individuel, AESH co-collective. Alors de qui parle-t-on? C'est vrai qu'en tant que famille, quelquefois, on se perd un petit peu dans ces définitions et surtout qui fait quoi, hein, dans ces missions. Donc l'AESH I à titre individuel. Donc je vous rappelle le texte à chaque fois, hein, c'est accompagner un enfant dans le respect de la notification. Alors les textes, c'est des textes que nous avons travaillés, nous, de longue date avec le ministère, association de parents.
Ce qui est retenu, c'est que l'aide individuelle, elle répond aux besoins d'un élève d'une attention soutenue et continue. Voilà, c'est les 2 seuls adjectifs que le ministère utilise. Alors, derrière ces 2 mots, on peut mettre plein de choses, hein. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à un élève, alors voilà, ce qui est détaillé un peu plus, qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur le stage. Qu'est-ce qui fait que pendant ce stage, il ne pourra pas pratiquer ce qu'on attend de lui sans une aide? Ou qu'est-ce qu'il pourra pratiquer à condition d'installer tel matériel, telle stratégie, etc. Et l'AESH peut être la personne qui va aider à installer ce matériel, qui va aider à repérer cette stratégie individuelle. Voilà, donc l'aide humaine, elle a ce rôle-là, hein. Et donc, elle est en opposition, enfin pas en opposition, mais elle est accordée lorsque l'aide mutualisée, qui justement n'est pas soutenue et continue, ne sera pas suffisante. À savoir que cette notification de la CDAPH, elle est précisée dans le volet 4 du PPS, du projet personnalisé de scolarisation, qui est l'outil qui sort de la MDPH, puisque c'est la MDPH qui vous notifie l'AESH dans un volet 4. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de départements, vous êtes sûrement répartis sur toute la France. Il y a des MDPH qui ne rédigent pas de PPS, qui fait simplement un courrier en disant, voilà, on vous attribue une AESH IM, etc. Donc, réglementairement, il y a un volet 4 qui dit cet élève, en raison de sa situation de handicap, a besoin d'une aide soutenue et continue, donc c'est l'individuel, et on précise la quotité horaire de cet accompagnement. Et ce qui doit être précisé, je sais que ce n'est pas fait partout et c'est regrettable, les activités principales pour lesquelles l'élève doit être accompagné. C'est-à-dire que ça reprend les 3 domaines qu'on vient de voir. Est-ce que l'AESH est requis pour le domaine 1, pour le domaine 2, pour le domaine 3 ou peut-être pour les 3 domaines? Ça doit figurer dans ce qui sort du document qui sort de la MDPH. Pourquoi? Parce que ça, c'est opposable. Et si vous avez ce document écrit, c'est ça que vous faites valoir à l'école. Et la personne qui doit vous aider à faire valoir ça, vous la connaissez pratiquement tous, c'est l'enseignant référent. Celui qui est avec vous pendant les équipes de suivi de la scolarisation, avec qui vous remplissez le GEVASCO. Voilà, lui, il est chargé de mettre ça en application. Donc, c'est vraiment un document qui est important. À l'inverse, l'AESH mutualisé, hein, c'est sans attention soutenue et continue. Donc, la mission de cette personne, elle est davantage portée sur la construction de l'autonomie. C'est-à-dire que la MDPH, au regard de ce que vous avez produit, des documents que vous avez produits, des bilans que vous avez produits, de ce que vous avez écrit, vous, de la situation de handicap de votre enfant, juge qu'effectivement, il est sur le chemin de l'autonomie, il a besoin, entre guillemets, d'un coup de main pour être autonome, mais ce n'est pas soutenu et continu. Et cet AESH peut accompagner votre enfant, mais aussi d'autres enfants dans l'école, dans la classe. Donc, elle ne lui est pas complètement dédiée. De la même façon, cette notification est dans le volet 4, où là, c'est le mot M qui est mis, et on doit aussi préciser dans quel domaine elle va s'exercer. Par contre, il n'y a pas de quotité horaire. C'est laissé à l'appréciation de l'équipe pédagogique qui, en dialoguant avec vous, doit dire c'est plutôt pendant ces activités-là, c'est plutôt. Alors, c'est toujours un peu conflictuel parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, il y a des départements, l'AESH M, c'est 3 heures. Il y a des départements, moi je suis dans le département de l'Aisne, c'est une cote à 6 heures. Voilà. Et si c'est plus, ça veut dire que l'attention doit être plus soutenue et continue. Voilà. Mais ça, c'est très variable d'un département à l'autre. Il n'y a pas trop de règles. Et s'il n'y a pas de quotité horaire précisée, Oui. est-ce qu'il y a des personnes qui demandent est-ce que c'est une AESH mutualisée ou qu'est-ce qu'il faut Ah oui, s'il n'y a pas de quotité horaire, c'est forcément mutualisé. S'il y a une quotité horaire, c'est individuel. C'est-à-dire qu'elle est dédiée pour 10 heures, 12 heures, 24 heures à votre enfant.
Alors, tout ça, c'est très variable parce qu'il y a les textes. Moi, je vous informe des textes, mais on sait que les textes, ce sont des personnes qui les appliquent. Et que, voilà, hier, j'ai fait une formation pour des AESH au niveau de toute la France. Et ce que j'ai entendu m'a donné un petit peu froid dans le dos parce que moi, je leur ai redit un petit peu le cadre de leur métier. Et quand j'ai entendu ce qu'elles reportaient, euh, ben voilà. Mais c'est pour ça qu'en tant que famille, moi, je remercie Marguerite vraiment de nous donner la parole parce que nous, vraiment, nous insistons auprès des familles pour que vous connaissiez les textes et pour que vous puissiez dire non, vous ne pouvez pas me proposer ça. Je connais le droit de mon enfant et moi, je viens vous le redire. Aussi bien quand vous êtes en ESS avec l'enseignant référent, quand vous êtes en équipe éducative ou par rapport à la MDPH qui ne vous donne pas les renseignements dont je vous parle aujourd'hui. Euh, voilà, c'est votre pouvoir d'agir qui est en jeu. Et on sait très bien que quand on est famille, on a un peu la tête sous l'eau. Euh, voilà, suivant qu'on a un enfant jeune ou plus âgé, jeune, on a encore un petit peu de mal à digérer ce qui nous arrive. Et voilà, on se laisse peut-être un peu convaincre par tous les gens, mais retenez les textes et battez-vous par rapport à ces textes-là. Et nous, on est là à vos côtés si vous avez besoin de vous battre un peu plus. Ça marche, il y a beaucoup de questions qui vont être abordées. Je pas, juste pour les gens qui sont dans le chat, il y a des questions que je ne prends pas parce qu'elles sont dans le déroulé et que ça va venir. Ouais. Alors, concernant, on reste sur ces diapos-là, les M, parce que ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 mai. Voilà le statut des AESH-M. Le ministère de l'Éducation nationale a des projets. Et le statut, enfin la mission des AESH, ce n'est pas les missions des AESH-M, c'est surtout le fait qu'ils soient notifiés ou pas. Le ministère, j'ai une diapo à la fin qui vous en parlera, mais voilà, l'aide mutualisée, elle risque d'être perturbée un peu dans les années qui viennent. Voilà. Je pense qu'on n'y touchera pas. C'est une compensation de la MDPH. C'est bien au regard du handicap. C'est le côté M qui risque de changer dans de nouveaux actes législatifs. Voilà, donc l'AESH Co, c'est des personnels qui sont affectés au fonctionnement des ULIS, hein, unités localisées d'inclusion scolaire, ULIS école, ULIS collège et ULIS lycée. Ça ne dépend pas d'une notification de la MDPH, c'est l'inspection académique qui dote ces dispositifs de personnel aux côtés du coordonnateur de l'ULIS et ils sont là pour étayer le travail de l'ensemble des jeunes dans l'ULIS et puis aussi quand ces jeunes vont en inclusion scolaire dans leur classe de référence. Attention, en ULIS, le texte est clair aussi, seuls les élèves porteurs de TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, ou ayant un besoin physiologique, c'est-à-dire des enfants qui nécessitent des passages aux toilettes ou voilà, ce type de soins, peuvent bénéficier d'une AESHI. Quand on est orienté en ULIS, on n'a plus d'aide humaine individualisée. On ne bénéficie que de l'AESH collective. Sauf ces deux, pardonnez-moi, catégories de handicap, où là, la MDPH peut orienter en ULIS et dire ce gamin, en raison de besoins physiologiques ou en raison de son TSA, alors ce n'est pas tous les enfants TSA, mais en raison peut-être d'un TSA un peu plus sévère, pourra avoir sur les temps d'inclusion son AESHI individuel. Avec toujours ce même regard, hein. Si le besoin, il est soutenu et continu. Ce n'est pas le fait d'être porteur de TSA qui vous donne ce droit-là. C'est les retentissements du TSA auprès de ce jeune qui peuvent ouvrir le droit à avoir un AESHI pendant son temps d'ULIS. Voilà, alors sur le statut et la formation de ces personnels, on n'avance pas beaucoup. Ce sont des personnels sous contrat de droit public.
recrutés sur des critères de qualification professionnelle très, très, très hétérogènes. On a des gens qui ont le bac, on a des bac+2, on a des gens qui n'ont pas le bac, on a des gens qui ont simplement le brevet des collèges. Enfin voilà, au fil des années, je vous ai dit, hein, 82, 2003 à l'éducation nationale, voilà, entre-temps, heu, comment dire? Chaque politique a bénéficié à ces personnes. Pendant un temps, c'était, les AESH dans les années 2007, c'était, le retour à l'emploi des personnes éloignées de l'emploi. C'était pas du tout le besoin du jeune, c'était, la lutte contre le chômage des gens en chômage de longue durée. Vous voyez, on a servi aussi à ça. Donc, vous avez des niveaux très hétérogènes. Ils sont recrutés pour 3 ans, renouvelables une fois et possibilité d'obtenir un CDI à l'issue des 3 premières années. La formation, les textes disent formation de 60 heures minimum. Alors là, c'est très variable d'une académie à l'autre. Il y en a qui ont 60 heures, il y en a qui ont 80 heures, il y en a qui ont 200 heures. Voilà, certains AESH peuvent participer à des formations, destinées aux enseignants, par exemple. Enfin, tout ça, c'est vraiment très, très varié. La formation que j'ai animée hier, c'est une formation nationale. J'avais 80 AESH, de toute la France qui passent, 2 fois 15 jours de formation. Voilà, sur des sujets très variables. Il y avait une formation sur l'autisme, voilà. Donc c'est très, très variable. Est-ce que les académies les envoient en formation ou pas? Et là, il y a pas de règle. La loi, c'est 60 heures minimum. Alors, pourquoi demander une aide humaine? Outre le fait que, je suis maman aussi et que ça nous rassure bien de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de notre enfant. Voilà, mais ça peut pas être la seule raison. Heu, il faut vraiment se poser la question: quel va être le besoin d'aide humaine? Notre enfant a des besoins du fait de son handicap, on le sait, vous le savez et vous les connaissez, ces besoins. Est-ce que c'est systématiquement, forcément, de mettre quelqu'un à côté de lui? Ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse avec les personnes qui connaissent bien votre enfant, hein, les rééducateurs, les enseignants, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Est-ce que c'est des adaptations pédagogiques, des aménagements de temps, de lieux, par exemple? Est-ce que c'est du matériel pédagogique adapté? Est-ce que tout le monde a été au fait dans l'école de la connaissance de la difficulté? Heu et il faut vraiment se poser toutes ces questions-là et c'est vraiment ce besoin d'aide humaine qui doit être mis en évidence. Comment demander une aide humaine? Ben, c'est forcément, par un dossier de demande qui est déposé ou transmis à la MDPH, hein, vous en avez déjà fait. C'est la Si c'est un enfant qui n'a jamais été scolarisé, et qui donc n'a pas de dossier, encore à la MDPH, c'est l'équipe éducative qui se réunit, hein, pour une première demande et vous faites partie de cette équipe éducative. Elle ne peut pas se réunir sans vous. Vous pouvez vous faire accompagner d'une personne de votre choix à cette équipe éducative. Si vous ne vous sentez pas d'attaque pour, vous retrouver dans une réunion où quelquefois par an, on est un peu seul et on a 4, 5, 6 professionnels devant nous. Et si c'est un renouvellement, c'est dans le cadre d'une ESS, équipe de suivi de la scolarisation, qui est pilotée par l'enseignant référent. Dans les 2 cas, c'est un GEVASCO, un document, un peu épais, complexe, guide d'évaluation en milieu scolaire, qui doit recueillir les observations. Il n'est pas là pour dire: «Il faut un AVS». Il est là pour recueillir justement les observations qui vont conduire la MDPH à juger si les difficultés entraînent le besoin d'aide humaine. C'est ça qui est important et souvent le GEVASCO dit: «Il faut une AVSI», la MDPH refuse et vous ne comprenez pas pourquoi. Souvent, moi, quand j'ai souvent des parents comme ça, je dis: «Mais il y a rien dans le GEVASCO». On dit simplement: «Il en faut une». Qu'est-ce qui a été observé dans la classe qui dit que cet enfant ne peut pas apprendre, ne peut pas se comporter dans la classe sans cette aide humaine? C'est ça qu'il faut mettre,
en évidence. Et donc, je vous ai mis la référence, vous irez la chercher. Il y a un vade-mecum de la rentrée scolaire 2025 qui vient juste de sortir, pages 38 et 64. Il y a ce qu'on appelle des arbres décisionnels. C'est-à-dire, c'est un cheminement de réflexion pour évaluer si cet enfant a besoin d'une aide humaine et d'autre part, s'il s'agit d'une aide soutenue et continue. Regardez ces documents parce que vraiment, là encore, ça pourra vous donner des arguments pour dire, ben si, moi je connais bien mon enfant, je connais bien son handicap, il est dans une difficulté transitoire, mais il faut l'aider maintenant, ou alors il est vraiment dans une incapacité de faire. Peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui, il est bien dans une incapacité de faire. Incapacité de faire à ce jour, c'est une AVSI. Une difficulté, voilà, il a du mal à faire, il faudrait vraiment l'aider à un moment donné. On sent qu'il va pouvoir, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est peut-être l'AVSM. Et puis, il a des difficultés, mais si on aménage l'environnement, si l'instit, elle veut bien aménager, ben, ce n'est pas l'aide humaine, c'est des aménagements pédagogiques. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est faut vraiment vous mettre dans cet état d'esprit-là. Alors, je vous mets cette diapo-là parce que elle est, je vous ai retranscrit carrément ce qui est écrit, hein. J'ai retiré quelques petits bouts de phrases, mais c'est pas ma prose. Ça s'appelle «Le guide d'entretien entre l'enseignant, l'AESH et la famille». C'est sur le site de Cap École Inclusive, un site, bleu, blanc, rouge, ministère de l'Éducation nationale, donc vous êtes rassurés. Et ça s'appelle «Pour l'école de la confiance». Donc on n'a pas inventé le mot, hein, ça dit bien qu'il faut que l'enseignant, l'AESH et la famille travaillent ensemble en confiance. Et donc cet échange doit avoir lieu à la rentrée scolaire, le plus souvent dans le cadre d'une première rentrée, et puis vous pouvez la demander à chaque rentrée. Quand l'AESH change, bien sûr, hein, quelquefois vous avez une AESH pour 2 ou 3 ans, puis quelquefois, bah, elle est partie, voilà, c'est une autre qui arrive. Et vraiment, ça a pour but de donner des éléments de compréhension, et ça, c'est vous qui donnez, parce que vous connaissez bien votre enfant et vous pouvez expliquer comment il «fonctionne» entre guillemets. Et puis l'enseignant, du coup, va pouvoir saisir un certain nombre de choses et savoir comment il peut adapter ses gestes professionnels. Voilà, donc c'est vraiment très important. Lisez ce document, il fait 4-5 pages et il peut être rempli. C'est-à-dire que c'est un document qui peut être conservé de part et d'autre, et au moment où vous ferez le bilan, peut-être à la mi-année ou à la fin de l'année, on peut reprendre cet écrit-là et se dire: «Bah, tiens, en début d'année, on avait imaginé ça, puis finalement, regardez, ça s'est passé», ou ben, à l'inverse, ça ne s'est pas passé, donc ça veut dire qu'il faut qu'on retravaille quelque chose. Voilà, ça donne un peu d'objectivité, d'objectivation, je ne sais pas trop comment dire, heu et qu'on n'est pas seulement dans le ressenti de: «Il faut un gamin, il faut une aide humaine pour mon gamin», ou l'enseignant: «J'y arriverai pas sans aide humaine et ce gamin-là, il faut qu'il ait quelqu'un». Voilà, on objective un petit peu. Alors, avec Marguerite, on a fait une petite liste d'imprévus, voilà, parce que, tout ce que je vous ai dit, ce sont les textes, et on sait bien que, comme je disais tout à l'heure, les textes sont appliqués par des gens et que les gens, quelquefois, ben, ils adaptent. Alors, vous pouvez, avoir une quotité horaire qui sort de la MDPH, elle est notifiée, hein, ça s'appelle une notification, et puis, ben, dans le résultat, vous avez une notification à 18 heures d'AESHI, et puis vous n'avez que 12 heures. Alors, on sait pourquoi, hein, c'est que, bah, les AESH, on les répartit en fonction des besoins, et qu'à l'inspection académique, il y a un organisme, enfin, il y a une cellule qui s'appelle aujourd'hui, pour les derniers jours, PIAL. En juin, il n'existera plus, mais il y a une instance qui va s'appeler, coordination des aides humaines ou je ne sais quoi. On n'a pas encore tous les noms. C'est un texte de loi qui va sortir sûrement fin juin. Donc cette instance qui régule les notifications et qui fait les affectations, elle ne respecte pas la quotité horaire. Là, vous êtes en droit, parce que c'est opposable. Le volet 4 du projet personnalisé de scolarisation est opposable. Opposable, ça veut dire que vous pouvez poser une réclamation.
et n'hésitez pas à la poser. Alors je ne vous dis pas que le lendemain matin, vous aurez vos 18 heures à la place des 12 heures, mais en tout cas, vous faites savoir que la notification de la MDPH n'est pas respectée. Alors on peut vous dire: «Bah, écoutez, dans 3 4 semaines ou dans un mois, on va réguler ça». Bon, c'est accepté, c'est plutôt bien. Si on vous dit: «Bah, ça c'est à prendre ou à laisser», là, vous avez des droits. On a fait faire une intervention, nous, du défenseur des droits. Alors c'est des procédures, hein, mais faites respecter, ce que la MDPH notifie. C'est important. Au- Auprès de qui, Marie-Christine, on peut faire cette démarche? Alors, auprès de l'inspection académique, auprès de la MDPH, il faut que la MDPH de votre département, elle sache que ce qu'elle notifie n'est pas appliqué, parce que la MDPH n'a pas de vision, a posteriori de sa décision. Or, une des missions de la MDPH, c'est d'assurer le suivi de cette décision. Donc, il faut que la MDPH sache que ce qu'elle notifie n'est pas suivi d'effet, de façon grave. C'est-à-dire que là, si vous avez 18 heures et que vous avez que 12 heures, ça veut dire que votre enfant, il lui manque quand même un certain nombre d'heures. Encore une fois, si on vous dit: «Bah, écoutez, laissez-nous, c'est la rentrée, on n'a pas de vision et après tout ça, on va y arriver», soyez patient. Mais si vous ne voyez rien venir du tout, ou si on ne vous répond pas, ou si on vous répond: «Bah, écoutez, ce ne sera pas plus», là, il faut faire valoir des droits auprès de l'inspection. Et puis, il y a le défenseur des droits. Et puis, il y a une maman qui s'appelle Marion Aubry, qui a créé un site qui s'appelle Toupie. Je pourrais vous le mettre en référence, hein, Marguerite, Toupie sans le E à la fin, et qui donne plein de conseils aux parents pour, activer leurs droits. Elle est spécialiste de ça. Nous, on lui envoie beaucoup de situations. C'est une asso nationale, hein. Je vous mettrai les références, et Marion, elle est vraiment très très efficace. L'AESH n'est pas affecté à la rentrée. Vous avez votre notification, et là, c'est pire encore que la quotité horaire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. De la même façon, c'est opposable. Enfin, le conseil qu'on vous donne, hein. Maintenant, c'est fatigant, on le sait que c'est fatigant, tout c'est, appliquer le droit de nos enfants, c'est fatigant. Ça reste un combat. Je vous ai dit, moi, ma fille a 49 ans, ça fait un petit paquet de temps que je milite. Ça reste un combat, hélas. Mais voilà, faut pas, surtout pas baisser les bras, et surtout, ne restez pas seul face à cette difficulté. Cherchez une asso dans votre département, nous, on est là pour vous, Marion, elle est là pour vous. Ne restez surtout pas tout seul. Tout seul, on n'y arrive pas, hein. Autre point, l'AESH ne connaît pas le handicap de mon enfant. Alors ça, elle est là, mais elle n'y connaît pas grand-chose. Je vous ai dit, elles sont recrutées avec des niveaux très hétérogènes. Donc, vous pouvez voir avec le directeur de l'école, le principal du collège, comment on peut faire pour monter en compétence cette personne qui, vous avez un enfant porteur de TSA, il n'y connaît absolument rien en TSA. Donc, comment vous pouvez, peut-être avec cette réunion de rentrée, à travers le guide d'entretien, expliquer ce qu'est le TSA de votre enfant, comment il fonctionne. Alors je dis TSA parce que c'est le sujet qui pose le plus question, mais dans la trisomie 21, vous avez aussi des modes d'emploi, hein, ils ne sont pas tous pareils, et vous en avez certains qui se comportent plutôt comme ça quand on fait comme ça, et d'autres inversement. Donc négocier avec le principal ou le directeur d'école, comment on peut monter en compétences. Et puis il y a des enseignants, dans les inspections académiques, il y a des enseignants qui ont des, comment dire, des formations spécifiques, hein, des enseignants ressources, voilà, je cherchais le mot. Il y a des conseillers pédagogiques. Demandez à ce que ces gens-là descendent dans la classe, et puis viennent équiper un peu votre AESH. L'AESH refuse de me parler. Alors là, c'est un vrai sujet. Euh, Quand les AESH sont recrutés, il leur est dit qu'il est interdit de parler aux familles. C'est dit. Sauf que, c'est écrit nulle part dans les textes, hein. C'est une pratique. Je pense que le monde de l'éducation nationale a un petit peu peur, que des parents aient des relations un peu privilégiées avec l'AESH de leur enfant. Il y a peut-être des AESH qui ont, exagéré dans leur relation avec les familles, sûrement. Mais entre ne pas parler à un parent et parler sous couvert de l'enseignant, et que, c'est l'enseignant et l'AESH qui conviennent de ce qui est dit aux parents,
Voilà. En tout cas, on ne peut pas interdire à un AESH de vous parler, c'est leur dire que c'est sous couvert ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous racontent de la journée, c'est bien en accord avec l'enseignant. Et puis peut-être que vous, il y a peut-être des choses que vous dites à l'AESH parce que vous vous sentez plus en proximité. Voilà, il faut faire attention à ces relations qui peuvent être très mal prises par le corps enseignant. Autre imprévu qui est assez récurrent, l'AESH est absente, elle est malade, elle est en journée de formation, donc mon enfant est refusé à l'école. Ça, c'est illégal. L'école n'a pas le droit de refuser votre enfant. C'est à vous de dire: «Bah, tiens, l'AESH, elle est pas là, ça va être trop difficile pour mon enfant, je le connais, sans ce repère dont il a besoin, ça va être compliqué. Donc s'il ne va pas à l'école, c'est vous qui le décidez». Maintenant, si vous, vous pensez qu'il peut quand même être à l'école comme un autre élève, parce que l'école le connaît, l'instit le connaît, il a des choses à faire à l'école et il sera pas en souffrance par rapport à ça, l'école ne peut pas le refuser. C'est illégal. Là, c'est pareil, c'est les voies de recours, inspection académique, et cetera. C'est la loi. L'AESH n'accompagne pas pendant les temps d'atelier en lycée pro. Ça, c'est une situation qu'on a réglée il y a un mois. Bah, c'est pareil, la proviseure du lycée refusait que l'AESH, pourtant le jeune avait une notification de 24 heures et elle n'acceptait pas qu'il aille pendant les temps d'atelier de son lycée pro. Je ne sais plus passer un CAP, je ne sais plus lequel, et donc il y avait des temps d'atelier et donc on a fait intervenir l'inspection académique, la DAZEN, qui, ben, rappelait que elle ne la proviseure ne pouvait pas lui interdire de, et l'AESH, c'était pas l'AESH qui ne voulait pas, hein, c'était, et justement, alors dans ces stages, ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure, pendant le stage ou pendant les ateliers, il ne s'agit pas que l'AESH, elle fasse à la place, mais elle peut être très utile dans la compréhension, par exemple, du lieu de stage. Être là le premier jour pour expliquer les lieux, les environnements, les personnes, et cetera, pour stabiliser un peu nos enfants, ils sont un peu sujets à angoisse quand c'est nouveau, quand ils connaissent pas et les gens et les lieux et les activités. Donc elle peut avoir cette mission de réassurance, «T'inquiète pas, et cetera, je suis là, là-bas c'est ça, cette personne elle fait ça, voilà ce qu'on attend de toi», et cetera. Parce qu'il y a ce besoin d'aide humaine et de réassurance. Et pendant un atelier, là l'exemple était très clair, ce jeune avait besoin de ce que nous on appelle les process, du séquençage. Voilà ce qu'on fait en premier dans cet atelier, voilà ce qu'on attend de toi en deuxième, voilà ce que tu vas devoir faire après. Or, le prof d'atelier, pour tous les autres, il dit: «Ben voilà, on va faire ça, 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 et on a 1 heure pour faire ça». Cet élève en situation de handicap, il ne pouvait pas prendre les 4 consignes en même temps. Il fallait les décoder, il fallait les séquencer, et c'est lui qui faisait, mais étape par étape avec la présence rassurante de l'AESH. Donc voilà, tout ça, vous voyez, c'est de l'argumentaire qu'il faut expliquer en disant: «Non, je ne veux pas que ce soit l'AVS qui fasse à la place de mon gamin», mais elle est rassurante, elle décode les lieux, elle décode les activités, et ça, c'est important pour mon enfant qu'il ait ce temps de décodage. Une fois qu'il a compris, il n'y a pas de souci, elle pourra peut-être s'extraire et puis peut-être revenir quand il s'agira d'une nouvelle activité qu'il faut à nouveau décoder, à nouveau réassurer, et cetera. Alors, le temps péri extrascolaire, donc depuis 2024, c'est tout récent. Le temps méridien, qu'on appelle la cantine, hein, c'est du personnel de l'éducation nationale. Ce sont les AESH qui peuvent aller à la cantine, ce n'est plus à la charge des communes. Donc soit votre enfant a une AESH en classe et il en a aussi besoin sur le temps de cantine, soit il peut être à l'école sans avoir besoin sur les temps de cantine, hein. Donc par contre, la CDAPH ne peut pas le notifier. C'est pas dans son rôle. Elle notifie pour le temps scolaire. Elle peut seulement faire une recommandation
À partir du moment où vous, dans votre dossier de demande, vous avez précisé que mon enfant, il ira à la cantine, évaluer son besoin d'aide humaine, et la MDPH peut faire une recommandation en disant ce serait souhaitable que cet enfant ait une aide humaine sur le temps méridien. Ça s'arrêtera là. Par contre, ce que je vous ai mis en rouge, la MDPH notifie 12 heures d'accompagnement d'aide humaine. Ça, c'est pour le scolaire. L'école ne peut pas dire ben, on va mettre 8 heures d'école et 4 heures de cantine. Ça, non. Si la notification porte 12 heures, c'est 12 heures en classe. S'il y a une recommandation sur le temps méridien, c'est du temps en plus. On n'ampute pas le temps scolaire. Je le dis parce que ça s'est fait. Voilà, donc je vous ai mis quelques diapos, je ne vais pas passer longtemps, vous les lirez, hein, voilà, on a un document qui retrace toute l'histoire des AVS si ça vous intéresse. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'école inclusive, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est pas plus d'AVS. Quand on dit on manque d'AVS aujourd'hui, nous, on se porte en faux. Il y a 140 000 personnes aujourd'hui qui travaillent comme AESH. Maintenant, il y a des lieux où on met des AESH systématiquement dès qu'un gamin en situation de handicap pointe le bout de son nez. Et ça dédouane l'éducation nationale, les enseignants, d'aménager leur pédagogie. Donc, de l'AESH, oui, pour les enfants qui en ont besoin, soutenus, continus ou pas, mais c'est d'abord à l'école de s'adapter, c'est d'abord à l'école de s'interroger sur comment elle accueille et elle scolarise cet enfant différent. Voilà, donc je vous laisserai lire ça, hein, il n'y a pas de souci, c'est plus développé ce que je viens de vous dire, mais vous le garderez et je suis prête à en discuter, il n'y a pas de souci, hein. Voilà les chiffres du Conseil national de l'école inclusive, hein, 2024. Vous voyez que pratiquement 65% des élèves en situation de handicap, 65% ont une AESH. Ça veut dire qu'il y a quand même des lieux où on a raisonné très vite à AESH et on n'a pas raisonné assez suffisamment sur les modifications du fonctionnement de l'école. Voilà, vous lirez pareil, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, donc, je vous ai mis une dernière diapo, effectivement, pour aller plus loin, ces différents rapports, hein, beaucoup de ministres, beaucoup de députés ont des idées sur la question. Voilà, je vous en ai mis quelques-uns. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller les lire. Tout le monde a une idée de ce qu'il faut faire depuis longtemps, mais pour autant, ça ne bouge pas beaucoup. C'est toujours pas un métier, hein, alors que nous, on revendique que c'est un métier. Ensuite, je vous ai mis des textes législatifs. Voilà, vous pourrez aussi aller plus loin, les textes officiels. Voilà, vraiment le Vadémécum de rentrée scolaire, il est fort intéressant. Et puis le site Cap École Inclusive, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un site qui a été fait alors pour former les enseignants au départ, mais les AESH y ont accès aujourd'hui et les parents, vous y avez accès aussi. C'est une mine euh, de conseils pour observer les enfants au regard de troubles sans diagnostic posé, hein. Mon enfant n'a pas de mémoire. Cet élève-là ne mémorise pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Peut-être que c'est l'AVS, mais j'ai peut-être des stratégies pédagogiques à mettre en place. Allez-y, c'est vraiment très, très complet. Et puis, oui, voilà, la dernière diapo, c'est en septembre 2025, donc c'est à la rentrée prochaine, une expérimentation dans 3 départements, la Meuse, le Bas-Rhin et le Var. Il y a peut-être des parents dans la salle qui sont de ces 3 départements, qui vont être préfigurateurs de la mise en place de personnel qu'on baptise les agents d'accessibilité. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas notifiés par la MDPH, ils seront à disposition, alors dans les écoles, selon quel ratio, on n'en sait rien du tout aujourd'hui, et ils seront à disposition pour soutenir les parcours de scolarisation. Donc voilà, ça vient de sortir, c'est à peine un mois. On n'a pas d'infos, même les gens, on a une asso, nous, dans le Var, même les gens concernés n'ont pas d'infos. Moi, je suis preneuse, hein, s'il y a des parents dans la salle qui sont de ces 3 départements, surtout écrivez-nous et dites-nous comment ça se passe. On sera très curieux de voir ça. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça parle bien de l'accessibilité de l'école
avant de penser la compensation, mais selon quelles conditions, on ne sait pas. Voilà, merci de votre écoute et puis, s'il y a des questions, s'il reste encore un peu de temps pour les questions. Oui, il nous reste 5 bonnes minutes pour des questions et j'essaie de parler le moins possible parce que j'ai compris que mon micro faisait un écho. Comment faire la demande pour l'AESH Co, du coup, si on ne passe pas par la MDPH? Ah, on ne fait pas de demande, ils sont affectés, c'est une décision de l'inspection académique. Nous, parents, on n'a rien à voir dans l'histoire. Par contre, s'il y a par exemple une Ulysse qui n'a pas d'AESH Co, ça arrive, si l'inspection n'en a pas attribué à l'AESH Co, vous pouvez réclamer en disant ben, il n'y a pas d'AESH Co dans cette Ulysse, donc moi j'aimerais bien un AVS, un AESH pour mon enfant. Mais s'il y en a un, non. Merci beaucoup. Puis il y a une question un peu administrative. Qui embauche? Qui prend en charge? Quel est le coût finalement? C'est l'inspection académique. Alors, ils sont embauchés par le ministère. Ce sont des postes budgétaires du ministère de l'Éducation nationale qui sont répartis dans les rectorats puis les inspections académiques. Régulièrement, tous les ans, il y a 2, 3, 4 000 postes supplémentaires. Cette année, il n'y a pas d'annonce. L'année dernière, il y a eu 4 000 postes budgétaires supplémentaires et ils sont gérés par ce qu'on appelle la direction académique des services de l'éducation nationale, DAZEN. C'est eux qui gèrent et qui affectent suivant les notifications. C'est leur cuisine, hein. Alors le budget, j'en ai aucune idée globale ce que c'est. C'est important, c'est très, très important, hein. C'est pas rien, hein, les AESH. Donc on confirme, rien n'a avancé à financer pour les familles. Ah non, c'est gratuit. Du temps, nous, quand on les a inventés en 82, au début, c'était les parents qui les payaient, hein. On a créé la FNASEB justement pour que ce soit gratuit pour les parents. On a fait toutes sortes de choses pour que ce soit gratuit. 2003, ça a été formidable parce que l'éducation nationale les paye. Donc, on ne peut rien vous demander pour l'AESH. Comment ça se passe? Est-ce qu'une AESH, elle est stabilisée d'une année à l'autre ou on renouvelle son dossier? Comment ça se passe? Ah oui, oui, en contrat ou auprès du jeune? Les deux? Alors, son contrat, il est pour 3 ans et elle est renouvelable une fois et à l'issue, elle a un CDI. Ça, on a gagné ça en 2014, je crois. Voilà, CDI 2014, donc c'est pas mal. Par contre, ce qui concerne l'enfant, si elle veut s'en aller et changer de coin du département ou changer de département, c'est elle qui fait le choix. Elle peut aussi ne plus vouloir accompagner la situation de votre enfant, donc elle demande son changement. En l'état, moi, si les parents, si l'école trouve que tout ce trinôme fonctionne bien, hein, l'enseignant, la famille, l'enfant et l'AESH, il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille. Elle peut rester. On a des AESH qui sont 3, 4, 5 ans auprès du jeune. Quelquefois, ça vaut le coup de changer aussi, hein. Se dire, quelqu'un va regarder autrement la situation de handicap de mon enfant et peut-être que ça peut être intéressant. Et justement, si ça ne se passe pas bien, on peut faire une demande de changement? Ah oui, 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 faites-le. Il peut y avoir des incompatibilités d'humeur, hein, et il n'y a pas, enfin voilà, ça n'est pas plus grave que ça. Et demander à ce qu'il y ait un changement, oui, par le biais du directeur d'école et puis à cette instance qui s'appelle PIAL aujourd'hui, mais qui ne va plus s'appeler PIAL fin juin, mais qui sera l'instance à l'inspection académique qui gérera les auxiliaires, les AESH. Alors, je ne sais pas dans vos départements comment ça va s'appeler. Nous, ça s'appelle coordination de l'aide humaine. Voilà, c'est pas mieux que PIAL, mais il faut en faire la demande. On nous pose la question pour les AESH privés. Dans l'école privée? Ah oui, je ne suis pas certaine. Peut-être je vais laisser la personne repréciser. Y a-t-il des aides particulières pour les AESH privés? Non, pas dans l'école privée. Vous parlez peut-être de personnes recrutées en direct, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Il y a certains départements où les inspections académiques ont accepté que des parents apportent à l'école, amènent à l'école leur AESH.
Voilà, et c'est eux qui les payent. Alors, il faut savoir que c'est par un biais d'un conventionnement et d'une acceptation du DAZEN, de l'inspection académique, hein, c'est pas une obligation d'accepter. Par contre, alors vous pouvez toujours demander un complément de l'AEEH, l'allocation d'éducation enfants handicapés, mais je suis pas sûre qu'on vous la donne puisque, il y a un service public de l'aide humaine. Je suis pas sûre qu'on vous accorde le droit d'avoir un complément pour financer, à moins de prouver que, l'éducation nationale, malgré la notification, est dans l'incapacité de la fournir, ou que la situation de handicap de votre enfant est si complexe que ça ne peut être que quelqu'un que vous avez vous-même formé, et cetera. Je suis pas vraiment sûre que ça marche. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Marion Aubry sur Toupie, sur le site de Toupie. Je pense que Marion, elle a la réponse. Ok, très bien. Comment faire quand l'AESH ne respecte pas les consignes des professionnels? Très bonne question. Moi, je vous ai dit, l'AESH, elle a une vie propre, elle a une personnalité propre, sauf qu'elle travaille sous la responsabilité de l'enseignant. Est-ce que c'est elle qui n'applique pas, ou est-ce que c'est elle et l'enseignant qui n'appliquent pas ce que disent les professionnels, ou alors elle est en opposition avec l'enseignant? Si c'est en opposition avec l'enseignante, il faut en parler au moment de l'ESS, hein, de l'équipe de suivi de la scolarisation, parce que c'est un frein très sérieux à la mise en œuvre de ce plan personnalisé de scolarisation. Si c'est vis-à-vis des professionnels, par exemple, votre enfant est suivi par un CESAD et l'ergo du CESAD ou la psychomote du CESAD dit qu'il faudrait plutôt faire comme ça avec le crayon, etc., ou des transferts, et qu'elle ne l'applique pas, là, pareil, en ESS, il faut en parler. Cette réunion de l'équipe de suivi, cette ESS, vous pouvez la demander à tout moment. Il suffit de prévenir l'enseignant référent en disant: «Moi, je veux une réunion d'ESS parce qu'on a des choses à se dire». C'est à minimum une fois par an, mais ça peut être plus si vous le demandez. Super, ça avait été demandé. Et donc, il y a quelqu'un qui avait demandé, est-ce que je contacte d'abord la MDPH ou je convoque cette ESS en premier? Non, faites déjà avec l'enseignant référent. Dans la loi, l'enseignant référent est l'interlocuteur privilégié des familles. Il est dénommé comme ça dans le décret, hein. Donc, c'est votre interlocuteur. Après, si ça ne s'applique pas, si c'est quelqu'un qui ne comprend pas bien, il faut aller plus haut, mais déjà, c'est votre interlocuteur. Merci à vous, Marguerite, merci à tout le monde, et puis je me tiens vraiment à votre disposition, n'hésitez pas. Merci encore, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et un très bon week-end. Oui, merci à tout le monde, au revoir. Au revoir.